La voie publique. Laure Casarin-Bach, un jour des actions. Dans l'émission Un jour des actions, ce matin, une table ronde autour du cas Notre-Dame-des-Landes. Vos questions et réactions, chers auditeurs, au 45 24 7000 et sur l'application Voix publique. Ils sont venus nous expliquer et débattre autour d'un combat qui a duré près de 40 ans. Léa Rivière, maître de conférences en action publique et en sociologie politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bonjour. Bonjour. À vos côtés, celle qui se fait appeler Camille depuis qu'elle a rejoint en 2009 la fameuse zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un prénom d'emprunt neutre qui vous permettait de ne pas être identifié par la police. Merci d'être venue à notre micro, Camille. Avec plaisir. Enfin, nous accueillons Édouard Philippe, Premier ministre au moment de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes en 2018. Madame Zarin-Bach, bonjour et merci de votre invitation. Merci à tous d'être venus ce matin pour revenir sur l'une des plus grandes batailles écologiques françaises, une lutte de près de 40 ans, au cours de laquelle se sont inventées de nouvelles manières de manifester, de militer et même de vivre. Alors tout commence en 1968, lorsqu'un site situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Nantes, autour de la commune de Notre-Dame-des-Landes, est choisi pour l'installation d'un projet d'aéroport international. Mais pour les agriculteurs qui vivent sur ces terres, pas question de partir. Et il commence à former une opposition. Puis la France est frappée par le choc pétrolier de 1973 et de 1979. Fini l'illusion des 30 glorieuses, place à la crise et au chômage. Alors à Notre-Dame-des-Landes, tout s'arrête, le projet d'aéroport n'est plus une priorité et tombe dans l'oubli. C'est 2 décennies plus tard que le projet ressurgit, et lorsque le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est relancé, comment réagissent ceux qui s'y étaient opposés à l'époque et quels acteurs entrent dans la lutte? Léa Rivière. D'abord, l'ADECA, donc l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, réémerge tout de suite. Donc, elle avait été créée en 1972 pour défendre notamment l'importance des terres agricoles, dénoncer la nuisance sonore et urbaine que provoquerait un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Lorsque l'ADECA reprend le combat en 2001, elle dénonce davantage l'hérésie écologique, car Notre-Dame-des-Landes est une zone humide, donc avec de nombreuses espèces, et une riche biodiversité, qu'un aéroport viendrait donc condamner. Surtout à ce moment, l'ADECA va engager ce que l'on appelle un processus de cadrage, c'est ce qui veut dire framing en anglais, une notion qui est développée par David Snow en 1986 pour désigner le fait que les entrepreneurs d'une mobilisation cherchent à influer sur les représentations que leurs différents publics ont de la réalité. Pour ce faire, il construit ce que l'on appelle des cadres d'action collective, c'est-à-dire un ensemble de croyances et de représentations orientées vers l'action qui inspirent et légitiment les activités et les campagnes des entreprises de mobilisation en insistant sur le caractère injuste d'une situation sociale. Donc ce processus de cadrage repose, selon Snow, sur 4 stratégies et les membres de l'ADECA se sont clairement servis de 2 d'entre elles, à savoir la connexion de cadre, donc le frame bridging, c'est-à-dire que l'ADECA s'est adressé à des particuliers qui partagent déjà leur point de vue, mais qui ne connaissent pas l'association, pour leur donner l'occasion de s'engager. Et puis la deuxième stratégie, c'est l'extension de cadre, qu'on appelle aussi frame extension, c'est-à-dire que l'ADECA a étendu son cadre au-delà de ses intérêts originels pour y inclure des préoccupations incidentes par rapport aux objectifs primaires, mais qui sont supposés avoir de l'importance pour des adhérents potentiels. Autrement dit, la lutte contre le projet d'aéroport voit s'élargir le nombre de ses soutiens et leur diversité puisque l'ADECA est rejointe par une coordination des associations anti-aéroports et des associations paysannes extérieures à la zone de Notre-Dame-des-Landes. Donc ainsi, les opposants locaux sont rejoints par des militants écologistes venus d'un peu partout et par des jeunes autonomes, anarchistes ou sensibles à l'autogestion. Et donc c'est là que se crée une convergence d'opposants et de militants d'horizons totalement différents. Camille, vous faisiez partie de ces militants à l'origine totalement étrangers à la lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et qui pourtant ont rejoint cette lutte. Alors racontez-nous. Oui, moi je suis arrivée parmi les premiers en août 2009. Il y a eu un camp Action Climat qui s'est installé. C'est une sorte de manifestation pour attirer l'attention sur un problème environnemental. Et ça devait durer 1 semaine, mais en fait pendant le camp, on a lancé un appel à occuper les terres de manière permanente pour empêcher les travaux. Puis on voulait profiter de la médiatisation dont on bénéficiait pour montrer aux gens qu'un autre monde est possible finalement. Donc on a voulu créer une zone autonome anti-autoritaire, anticapitaliste, et ça a attiré des militants de toute la France. Donc avec l'accord des assos paysannes, on s'est installé dans une dizaine de maisons qui avaient déjà été expropriées, et c'est là qu'on a trouvé comment nous appeler.
Donc quelqu'un a proposé de reprendre l'acronyme de zone d'aménagement différé qui désignait donc la zone de l'aéroport pour le transformer en zone à défendre et puis c'est resté. Donc petit à petit on s'est organisé, on a appris à vivre en autogestion, à mettre en place une démocratie directe. Donc il n'y a pas de chef, il n'y en a jamais eu, mais on faisait des assemblées où tout le monde pouvait participer. On cherchait le consensus, donc que tout le monde soit d'accord. C'était difficile parce que sur la ZAD, il y avait en fait des opinions très très diverses. Il y avait donc des communistes, des anarchistes, des gens qui voulaient vivre sans aucune technique moderne par exemple, ou des véganes, des non-véganes. Mais je pense qu'au final, on y arrivait. Et puis, on n'était pas seuls, puisque à côté, il y avait toujours les paysans qui nous soutenaient. En 2012, par exemple, il y en a eu 4 qui ont lancé une grève de la faim pour forcer le gouvernement à suspendre les expropriations, donc ça a marché. Et puis à Nantes, il y avait aussi régulièrement des grandes manifestations d'opposants. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a émis une déclaration d'utilité publique pour le projet. Donc en gros, ça décrétait que notre occupation était illégale et ça autorisait les expropriations. Donc le 16 octobre 2012, il y a eu l'opération César, donc plus d'1 millier de gendarmes contre nous qui étions à peine une centaine et désarmés. Donc on a appelé à l'aide et chaque jour, plus de personnes sont venues en renfort. Je crois qu'au total, il y a eu plus de 40 000 personnes qui sont venues. C'était très violent, ça a duré plus de 6 mois, mais ça a été une victoire. Donc d'abord parce que la police est partie, on a pu rester, et ensuite parce que ça nous a apporté beaucoup de visibilité dans les médias, même à l'international. Donc Notre-Dame-des-Landes devient à ce moment-là un véritable champ de bataille, mais totalement hors de contrôle de l'action publique. Votre action, en l'occurrence, à l'époque, Édouard Philippe, vous vous dites quoi? Ça ne peut plus durer? Vous savez, lorsqu'un territoire devient le théâtre d'un affrontement permanent, qu'il se transforme en un espace où plus aucune décision publique n'est audible, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Oui, la situation était arrivée à un point de non-retour. Personne n'y gagnait, ni les habitants, ni les élus locaux, ni même les opposants eux-mêmes, qui finissaient par se retrouver enfermés dans un simulacre de face-à-face stérile avec l'État. Et donc dans ces conditions, il appartenait au gouvernement, mon gouvernement, de reprendre la main. Non par la force ou par un déni de démocratie, mais en utilisant un outil que beaucoup avaient oublié, la consultation citoyenne. C'est précisément pour cela que nous avons fait le choix inédit à cette échelle d'organiser un référendum local. Alors il est vrai que c'est un outil de politique publique que l'on caricature souvent, mais j'ai l'intime conviction que nous l'avons remis au centre du jeu démocratique et que ça a été très bien fait. Et soyons clairs, c'était à notre époque, je pense, la manière la plus directe, la plus transparente de redonner la parole à ceux qui étaient réellement concernés. Pas les plus bruyants, non, ni les mieux organisés, simplement aux citoyens. J'ai toujours dit que j'étais un homme d'action, donc nous avons agi avec rapidité. Et je dois le dire, peu de gouvernements l'auraient assumé. Il faut bien se rendre compte, en quelques mois, nous avons mis en place un dispositif complet, sécurisé, juridiquement solide, permettant à la population de s'exprimer. Ce n'était pas une improvisation, mais un choix politique fort, et je l'assume. Nous avons replacé le citoyen au cœur de la décision publique. Alors oui, a posteriori, je peux reconnaître que nous aurions pu anticiper certains blocages, certaines crispations. Mais la responsabilité de l'État, c'est aussi d'apprendre de ses propres échecs. Et ma responsabilité en tant qu'homme politique, c'est de ne pas les refaire. Mais venir dire aujourd'hui que nous n'avons rien fait, que nous avons laissé la situation se détériorer, serait profondément malhonnête. Nous avons utilisé les outils démocratiques, nous avons redonné le pouvoir aux citoyens et nous avons accepté leur verdict. Ouais, enfin bon, redonner le pouvoir aux citoyens, c'était plus de la propagande qu'autre chose. Vous étiez dans une impasse, vous aviez besoin de relégitimer le projet en montrant que les gens le soutenaient, donc vous avez organisé un référendum qui était censé avoir l'air démocratique. Mais vous oubliez de dire que vous avez fait passer le projet de référendum par 49.3 sans que l'Assemblée ait son mot à dire et en décidant vous-même des modalités du référendum. Les modalités, elles étaient clairement biaisées, le dossier en ligne pour s'informer sur le sujet était orienté, la question du référendum était ambiguë, et surtout vous avez choisi de faire voter tout le département de Loire-Atlantique. C'est pas neutre comme choix. Vous saviez bien qu'à l'échelle plus locale, des communes vraiment impactées par l'aéroport, vous auriez perdu. Et à l'échelle nationale, vous saviez bien aussi qu'une majorité de gens étaient contre. Il n'y avait qu'à l'échelle du département que les gens étaient un peu plus pour. Référendum ou pas, ça vous a donné aucune légitimité, et c'est pour ça que vous avez fini par abandonner le projet. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez, Camille, c'est intéressant. Que lui répondez-vous, Édouard Philippe? Je vois que même 7 ans après, certaines rancœurs n'ont pas disparu. Je dois bien l'admettre, j'admire votre engagement, mais permettez-moi de vous répondre point par point. D'abord sur cette idée de propagande. Je pense que pour un gouvernement, pour un État, redonner la parole aux citoyens n'est pas un slogan, c'est une responsabilité. Et c'est ce que je me suis engagé à faire durant mes 3 années à Matignon.
Et dans une situation aussi bloquée que celle-ci, oui, nous avions le devoir de créer des conditions d'une décision claire, lisible et, je le répète, démocratique. Vous évoquez ensuite le recours au 49.3. Là encore, je veux bien que cela alimente un récit militant, mais la vérité est plus simple. Nous avons utilisé un mécanisme constitutionnel tout à fait légal pour sortir d'un blocage parlementaire. C'est précisément pour garantir que ce référendum voit le jour, que nous avons agi rapidement. Si nous avions attendu un consensus parfait, nous serions encore en train de débattre à l'Assemblée. Faire de la politique, c'est faire des choix forts, et celui-ci, je l'assume. Quant aux modalités du référendum, que vous qualifiez de biaisé, je note que dans votre discours, tout dispositif démocratique qui ne vous donne pas raison devient automatiquement suspect. Le dossier était en ligne, public, contradictoire, relu par les services de l'État et par des experts indépendants que je ne vous permets pas d'attaquer. Le périmètre départemental n'a pas été choisi pour manipuler qui que ce soit, mais parce que le projet, que l'on veuille ou non, engageait l'ensemble de la Loire-Atlantique. L'impact économique, l'aménagement du territoire, les infrastructures, l'emploi, tout cela dépassait simplement les quelques communes directement riveraines du site. Et enfin, vous dites que si nous avions consulté les communes les plus proches, nous aurions perdu. Et que si nous avions consulté la France entière, nous aurions aussi perdu. Mais enfin, que proposez-vous ? Que seuls les opposants les plus déterminés décident pour tout le monde ? Qu'on choisisse l'échelle qui arrange votre camp, mais pas l'autre ? Un référendum départemental, justement, ça visait à dépasser ces logiques de micro-lutte territoriale pour replacer la décision au niveau du bassin de vie réellement concerné. Le monde avait changé et il fallait que l'action publique change avec lui. En tout cas, le 17 janvier 2018, Édouard Philippe, vous annoncez, je reprends vos mots, « Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. » Camille, vous vous y attendiez ? Je pense que ça n'aurait pas pu se terminer autrement. Enfin, un projet d'aéroport au XXIe siècle, après la conférence de Kyoto, après la COP21, après la mise en place d'un ministère de la transition écologique, après qu'on ait fixé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Enfin, ça avait peut-être du sens dans les années 70 quand le contexte était différent, mais dans les années 2000, c'est complètement absurde. Le gouvernement ne peut pas juste faire ce qu'il veut, c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est acceptable. Puis justement, en France, on est très fiers d'être une démocratie, mais il est temps de la rénover, la démocratie. La démocratie représentative hyper centralisée où il n'y a que la loi qui compte, ça ne fonctionne plus et ça a été très visible dans toute cette histoire d'aéroport. Il faut plus de démocratie participative où chacun a vraiment son mot à dire. Et surtout, il est temps de se fonder sur des principes éthiques de base, comme le respect de l'environnement. Ça ne devrait même pas avoir à faire l'objet de décisions pour ou contre. C'est pas une opinion, c'est une nécessité absolue. Avec 7 ans de recul, je dirais tout simplement que nous avons pris la seule bonne décision, la seule responsable. Il est vrai, ce projet d'aéroport faisait sens dans les années 70, mais n'est plus en adéquation avec la politique environnementale que nous nous sommes fixés. Le contexte a indéniablement évolué, je suis d'accord avec vous. Que certains principes écologiques s'imposent aujourd'hui davantage qu'hier, je ne le conteste pas. C'est pour ça que nous avons pris cette décision. Mais affirmer que le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut ou que la démocratie représentative ne fonctionne plus, c'est oublier un peu vite qu'une démocratie moderne ne se gouverne pas par improvisation permanente ni par addition de mobilisation locale. Nous avons choisi une issue qui préserve l'intérêt général, l'ordre public et la crédibilité de l'État. Et malgré les critiques, c'était la bonne décision. Et justement, avec cette année de recul, comme vous le dites, Édouard Philippe, qui peut-on désigner comme le grand gagnant de la lutte ? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans une logique d'affrontement entre gagnants et perdants un peu puéril. Selon moi, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Il y a surtout un territoire et un pays que ce conflit a profondément abîmé et c'est cela finalement que je regrette le plus. Camille, j'imagine que vous êtes dans une toute autre logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les zadistes n'ont pas gagné. On a beaucoup bataillé après 2018 pour pouvoir rester sur les terres de la ZAD et continuer à vivre en autonomie sans déranger personne, mais on n'a pas réussi. On a dû déclarer des projets agricoles individuels ou alors partir, alors qu'on habitait là depuis 10 ans pour certains d'entre nous. Donc en gros, il fallait rentrer dans le moule, retourner à la vie dans la société capitaliste et autoritaire. C'est pas une victoire, mais on est content que ça ait inspiré la création d'autres ZAD en France et en Europe. Et on espère que ce soit le début d'un plus grand mouvement. Léa Rivière, comment est-ce que vous synthétiseriez tout ça ? Je ne pense pas qu'il y ait eu de gagnants ni de perdants dans ce projet. Par contre, je dirais que par ce projet, l'action collective a pu s'imposer face à l'action publique. Donc, concernant l'action publique,
Je dirais que après l'abandon du projet dans les années 70, dû à des événements extérieurs, notamment par les chocs pétroliers en 73 et en 79, mais aussi par la fin de l'illusion des 30 Glorieuses, le projet a repris au début des années 2000. Donc il devient clair qu'une réorientation des politiques est nécessaire, surtout face à l'action collective qui s'est donc établie. Mais l'État n'a pas réussi à réorienter sa politique publique, donc c'est un fait. Il a utilisé divers instruments et aucun n'a porté ses fruits, comme le référendum dont Camille et M. Philippe ont parlé. Peut-être d'ailleurs qu'après une telle répression des opposants, l'État partait perdant d'office. Donc assez vite, les zadistes n'ont plus voulu entendre parler de compromis. Concernant l'action collective, il faut souligner que les répertoires d'action collective qui se sont constitués ont été impressionnants. Et c'est quelque chose qui a marqué durablement le paysage de l'action collective. Donc traditionnellement, quand on parle de répertoire d'action collective, quand le politiste et historien américain Charles Tilly développe cette notion, c'est pour désigner des pratiques légales comme la manifestation ou la grève. Donc les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en ayant recours à des pratiques illégales comme la désobéissance civile ou la violence, sont venus dire en quelque sorte à l'action publique « tu ne peux pas t'imposer par le haut, c'est comme ça ». Le projet a aussi concrètement montré l'enjeu de l'action collective sur le pouvoir. Et ça, c'est une victoire, je dirais, durable. Et on va s'arrêter là. Merci à Léa Rivière, Camille et Édouard Philippe d'être venus au micro de Voix publique. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial de Un jour des actions consacré à l'échec des grandes politiques publiques engagées par Emmanuel Macron depuis sa réélection en 2022. Une émission qui durera un peu plus longtemps qu'à l'ordinaire au vu de l'ampleur du sujet.